Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Podcom. Je m'appelle Cielo et je suis aujourd'hui à nouveau avec Justine. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui un véritable couteau suisse des médias. Si vous vivez dans la région, Savoie vous accompagne sûrement chaque matin, puisqu'il pilote les matinales de Reims RCF, Reims-Ardennes. Journaliste de terrain, il est partout, du reportage audio aux commentaires et sportifs, en passant par l'animation des conférences et les stratégies numériques de la radio. Mais son rôle va bien au-delà du micro. En coulisses, il coordonne la rédaction et accompagne au quotidien une équipe de 50 bénévoles ainsi que des nombreux stagiaires. Il transmet aussi son savoir-faire en intervenant dans plusieurs écoles supérieures. Aujourd'hui, on plonge dans le quotidien d'un journaliste multicasquette qui doit savoir tout faire, informer, manager, animer et transmettre. Bonjour Alexis, j'espère que ce portrait est fidèle. N'hésite pas à compléter si jamais j'ai oublié quelque chose. Merci d'être avec nous aujourd'hui et t'es pas tout seul déjà. Ouais, bonjour Cielo, bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je suis venu accompagné de Lola, une stagiaire de 3e qui est avec nous cette semaine. Salut Lola. Salut. Moi, j'aimerais bien commencer par le commencement. Donc, on a un peu parlé en off, mais tu m'as dit que tu n'avais pas forcément suivi une formation de journalisme. Alors, comment tu as fait pour en arriver là Ah ouais, on rentre dans le concret direct. Exactement. Eh bien, j'étais comme vous à la fac, ici à l'URCA, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, en licence d'histoire. Et en fait, sur mon parcours, en même temps que j'étais en train de faire ce parcours en licence d'histoire, j'avais un job étudiant. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé à me dire sur quoi je veux faire ma thèse quand j'arriverai en master. Et en fait, il s'agissait qu'au niveau de ma thèse, il fallait que j'ai des connaissances en psychologie. Donc, j'avais le choix soit de recommencer une formation en psycho et d'aller refaire une licence 1, licence 2, licence 3, soit de la passer en auditeur libre, mais je validais pas le diplôme de psycho. Et comme j'étais indépendant de mes parents financièrement, je me suis dit, quitte à recommencer une licence, autant essayer de valider quelque chose et pendant 3 ans de valider la licence de psycho, d'avoir deux licences en fait, et ensuite d'avancer vers le master. Sauf qu'au moment où je me suis engagé dans cette licence de psycho, j'ai eu tout à fait par hasard un ami que j'ai rencontré à la bibliothèque, Robert de Sorbon, qui me dit Alexis, écoute, t'es passionné de sport, j'aime bien ta voix, tu devrais venir avec nous, on a une émission, c'est des jeunes, on s'amuse, on commande du sport bénévolement tous les samedis soirs. Et il m'en parle assez rapidement. Et moi, je lui dis, écoute Fred, c'est gentil, mais moi, le sport, je l'écoute à la radio, c'est déjà bien comme ça. Jamais je viens parler, moi, à la radio. Et il insiste. Et puis, à un moment donné, un jour pas fait comme un autre, je lui dis, écoute Fred, samedi, j'ai rien de prévu. Je viens à la radio, je te dis que ça me plaît pas, mais t'arrêtes de me poser la question. J'y suis allé le samedi, j'ai grave kiffé. Le samedi d'après, j'y suis retourné. J'ai commencé la radio comme ça, juste pour m'amuser de manière totalement bénévole. Et là, assez rapidement, en fait, il y a Gérard Cancel, qui est rédacteur en chef au sport au Journal l'Union, qui rapidement, au bout de quelques semaines, passe un coup de fil et qui me dit, écoute, enfin à l'époque il me voyait, mais il me dit, écoutez Alexis, j'aime bien la façon dont vous présentez les chroniques sportives, etc. Est-ce que ça vous dit d'écrire pour le Journal de l'Union en tant que correspondant? Je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un correspondant, j'avais aucune notion en journalisme, donc je lui dis, écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai jamais fait de journalisme, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Et là il me dit, écoutez Alexis, vous venez, on se rencontre, vous allez voir, on va vous apprendre, on va vous accompagner, etc. On a besoin, nous, pour accompagner notre rédaction de journalistes sportifs, d'avoir des jeunes qui vont sur les terrains de sport, semi-pro, amateurs, le week-end, pour des comptes rendus dans le journal. J'ai dit, bon, allez, ok, pourquoi pas, de toute façon, je vais aller le rencontrer, c'est une occasion. Et en fait, j'ai commencé donc avec Gérard Cancel et le service des sports de l'Union à faire des piges le week-end comme ça. Et très rapidement, en fait, j'ai switché mon activité de job étudiant que j'avais. J'étais employé libre-service dans le commerce. Et j'ai switché mon activité pour faire des piges en journalisme, où j'ai commencé donc avec le journal l'Union. Et en fait, ça a déclenché pas mal d'autres choses. Je suis en train de jouer en ligne à un jeu sur la console, et je vois un DM Twitter de René Braham qui m'écrit, qui me dit « Coucou, voilà mon numéro, tu peux m'appeler ». Dans ma tête, à ce moment-là, c'est le feu. Vraiment, je sais pas ce qu'il me veut ou quoi, mais je me dis c'est vraiment le feu. Je stoppe mon jeu, j'appelle René Braham et je lui dis bonjour René, vous venez de m'envoyer un message. Et là, il me dit ouais, j'ai écouté quelques-unes de tes interventions, je lis un peu tes articles, est-ce que tu veux bosser pour moi? Et donc j'ai switché vraiment toutes mes activités étudiantes comme ça, qu'on me dépige dans des nombreux médias de la région globalement. J'ai été formé par pas mal de journalistes sur le terrain qui m'ont accompagné, qui m'ont tendu la main. Et à un moment donné, à la radio où j'avais commencé bénévolement, le journaliste en place, Arnaud Valadon, me dit écoute Alexis, moi je m'en vais. Je pense qu'aujourd'hui tu as les capacités pour être un bon journaliste. Est-ce que ça t'intéresserait? Pourquoi pas, si au moment où je vais déposer ma démission, de leur dire écoutez, j'ai peut-être aussi déjà quelqu'un pour me remplacer. Et effectivement, il a suggéré mon nom au bureau de la radio, qui m'a rencontré, etc. Et ils ont accepté, je veux dire, de poursuivre l'accompagnement qui avait été mené par les autres journalistes, etc. J'ai commencé à rentrer comme ça en journaliste dans la radio, sans être encarté, sans avoir de formation de journaliste, avec vraiment un apprentissage sur le tas.
Et donc, j'ai bossé comme ça pendant 3-4 ans. Et c'est vrai qu'on ne se sent pas toujours légitime parce qu'à côté de moi, j'arrivais dans des poules presse, des conférences de presse avec des gens qui avaient vraiment fait des écoles de journalisme, etc. pendant des années. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, de transmettre, d'aller pourquoi pas enseigner, ce genre de choses. Et là, par contre, pour rentrer dans les écoles, il faut un diplôme, évidemment, en journalisme, justifier de son métier. Donc, j'ai fait une VAE, une validation des acquis d'expérience, au CFJ à Paris. Donc, c'est le centre de formation des journalistes, qui est une école reconnue par la profession et par l'État. Et donc, j'ai fait ça en juillet 2021. Ça se fait sur 6 mois. J'ai eu la VAE et puis après, je me suis lancé, comme le disait tout à l'heure Cielo dans le portrait, pour évoquer pour rencontrer des jeunes, tout ça, à la fac, aller leur enseigner des cours, dans les écoles privées aussi en journalisme, etc. Un beau parcours, Un bon bien rempli. parcours Et très atypique, intéressant. c'est ça qui est très Ouais, intéressant. vraiment atypique. Mais justement, aujourd'hui, je dirais aux jeunes qui veulent se lancer dans le journalisme, il faut multiplier les expériences, ne pas hésiter d'abord à donner de son temps, j'allais dire bénévolement, voilà, apprendre, accepter d'être formé, avoir des vraies expériences de terrain. Il faut aller taper à la porte justement des journaux qui recherchent toujours des correspondants, que ce soit pour le sport, pour l'info générale, même dans son quartier, etc. Être vraiment curieux et puis aller taper aussi à la porte de radios associatives. Il y a plein de médias qui existent, et des radios sur le territoire quand on sort, j'allais dire, des médias, des gros médias classiques qu'on connaît. Et ne pas hésiter à multiplier comme ça les expériences et puis à un moment donné à dire ben voilà, je propose mes services et puis au fur et à mesure ça permet de faire bien les choses et de gagner en confiance aussi et de montrer qu'on a un certain savoir-faire. Évidemment, je conseille aux jeunes de dire aussi, il faut faire des études. C'est faire et le côté, on fait des expériences et on va dans une école de journalisme, il y a plus de chances d'atteindre son but et d'y arriver. Moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose un débat qu'on a eu pendant la préparation. C'est qu'est-ce que c'est être pigiste? Parce que j'ai essayé de leur expliquer, parce que j'ai un peu un papa journaliste, mais j'avais un peu du mal à leur expliquer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, alors être pigiste, en fait, c'est un petit peu finalement une mission d'intérim. Si on remet ça sur le marché du travail de manière classique, ça veut dire que c'est un journaliste qui n'appartient pas, enfin, qui n'est pas salarié d'un média, mais qui va faire une prestation sur un sujet qui lui est demandé. En fait, c'est un journaliste qui se met à disposition de plusieurs médias et un jour, un média l'appelle et lui dit écoute, par exemple, Alexis, on a besoin de toi pour écrire un article sur tel sujet. Est-ce que tu es disponible? Oui ou non? Voilà, en gros, le métier de pigiste, c'est quand même un statut assez précaire. Et généralement, on peut être aussi journaliste dans un média et puis, pourquoi pas, piger pour d'autres. Ou alors, on est journaliste indépendant et on ne vit que de pige. Mais ça, il faut déjà se faire une certaine réputation et puis montrer qu'on est capable de sortir des sujets assez solides. Est-ce qu'il faut forcément une carte de journaliste pour être pigiste? Il ne faut pas forcément une carte de journaliste. Après, c'est vrai que la carte de journaliste, en fait, déjà souvent, c'est un petit peu un Graal dans le sens où elle vient récompenser pour la plupart des années d'efforts, de labeur, de travail. Après, la carte de journaliste à obtenir, finalement, elle est assez simple, entre guillemets. On n'est pas obligé de sortir d'une école de journalisme pour avoir la carte de presse. Il suffit, en fait, de justifier d'au moins 3 mois consécutifs de rémunération d'une activité journalistique dans une année. Et il faut que au moins 50% des revenus soient issus d'une activité journalistique. Donc ça veut dire que si pendant la période janvier, février, mars, vous travaillez à 50% du temps en tant que journaliste et 50% du temps en tant qu'employé libre-service, si vos revenus sont légèrement supérieurs avec l'activité journalistique, vous pouvez très bien obtenir la carte de presse. Après, la carte de presse, c'est aussi facilitatrice en l'occurrence d'accès pour avoir des rendez-vous un peu plus officiels, etc., pour accéder à certains endroits. Ça facilite les choses, mais c'est pas une obligation de l'avoir. Après, généralement, les gens qui sont journalistes aiment bien la détenir aussi pour faciliter leurs entrées, etc. Et du coup, tu nous as parlé que tu étais journaliste sportif. J'ai un peu une question par curiosité. Est-ce que, du coup, tu connais toutes les règles de chaque sport? Ou est-ce qu'avant un match, tu les relis vite fait en mode il faut que je me rappelle? Non, c'est impossible de connaître toutes les règles de chaque sport. Mais ça, de toute façon, aussi, c'est aussi souvent la porte d'entrée. C'est que alors maintenant, c'est moins vrai. À l'époque, c'était souvent les garçons. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui s'intéressent au sport et tout ça. Et je trouve ça super chouette, vraiment. Mais quand on rentre dans ce monde-là du sport, c'est vrai que souvent, il y a les sports que l'on connaît tous, on va dire, à la télévision, qui sont de plus en plus populaires. Donc évidemment, les sports collectifs, le football, le basket, maintenant même le hand qui devient populaire. Il y a des disciplines un petit peu individuelles qui sont mises en avant dans les rares cas, notamment quand c'est les Jeux Olympiques d'hiver, comme c'est le cas actuellement. Il y a le tennis de table qui a été rendu populaire grâce aux frères Lebrun au dernier JO d'été. Il y a quelques athlètes, selon le pays où on se trouve, qui permettent de mettre en avant certains sports, certaines disciplines. Mais on ne peut pas tout avoir en tête, tous les règlements, surtout que les règlements, d'une année sur l'autre, ils évoluent. Donc même si vous commentez le sport que vous connaissez mieux que le football, chaque année, le règlement va changer. Donc le mieux, en fait, c'est déjà de lire effectivement ce règlement, qui aussi change d'une compétition à une autre. Donc vraiment, il faut avoir le règlement en tête, et puis même souvent, avoir le règlement sous les yeux par rapport au cas de figure qui va se présenter pendant un match.
D'accord, il y a toute une préparation du coup et moi je suis curieuse maintenant savoir si il y a une discipline en particulier qui était bien à commenter ou en revanche il y a une autre qui est même si tu dois le faire mais t'aimes pas du tout parce que c'est très compliqué ou très complexe. Bah après, moi, vraiment, pour le coup, je suis très classique, mais j'ai adoré commenter le football. Mhm. Mais ensuite, le sport qui m'a le plus plu à commenter, c'est le basket. Le match peut se renverser, donc il y a quelque chose qui se vit jusqu'au bout. Et ensuite, une discipline que j'ai vraiment le moins aimé, justement, c'était dans le cadre de l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Ils avaient organisé à Renétis une compétition. Alors, c'était pas du MMA, mais c'était du Muay Thai, c'était un sport de combat. Il y avait une Oui. compétition universitaire au niveau national qui était organisée ici à Reims. Et en fait, Laurent Duclos m'avait appelé et m'a dit Alexis, est-ce que tu veux commenter du Muay Thai? Et là, c'est une discipline que je ne connaissais pas du tout. Donc, et en plus, on l'a vraiment su 15 jours avant. Donc, j'ai appelé des combattants de Muay Thai que je connaissais pas du tout. Je les ai DM sur Instagram en mode s'il te plaît, frérot, réponds-moi, faut qu'on parle. Déjà, les gens te prennent un petit peu pour un fou. T'as beau leur expliquer la démarche, ils se disent ouais, qu'est-ce qu'il me veut. Et donc, j'ai échangé comme ça pendant 15 jours avec des gens pour parler des Muay Thai, des coups. Mais en plus, on a beau en parler au téléphone si on voit pas concrètement ce qui se passe. Donc là, c'est pareil, c'est un travail de préparation, aller regarder beaucoup de vidéos. Maintenant, on a la chance d'avoir plein de plateformes, hein, notamment sur YouTube, etc. Et c'était aller regarder ce qui se passe, d'écouter des commentaires, observer les coups, échanger avec des combattants pour le jour J être prêt. Mais c'est vrai qu'en 15 jours, c'était vraiment un défi très très chaud. D'accord. C'est pas une discipline qu'on fait tous les jours. Si on peut revenir un peu sur la présentation de Cielo au début, donc on a dit que tu avais plusieurs casquettes. Et comment ça se passe concrètement une journée pour toi dans ton métier? Ce que j'aime déjà, c'est qu'il n'y a pas de journée type. La journée d'hier, ce ne sera pas la même qu'aujourd'hui et c'est pas la même que demain et ça change tous les jours. Du lundi au vendredi, moi, ma mission principale, on parlait tout à l'heure des matinales dans le portrait. Moi, surtout, en tant que journaliste coordinateur de la rédaction, qui est mon titre exact actuellement, je dois coordonner le magazine régional. En fait, tous les soirs sur RCF, on a un magazine de 18h10 à 19h. Voilà, donc c'est vraiment le côté de l'éditorial de RCF. Donc moi, mon principal boulot la journée, c'est quand je me lève le matin, savoir où vont les journalistes, ce qu'ils vont proposer comme reportage, comme sujet, etc. pour le soir, et puis qu'on arrive à se dispatcher les choses de manière intelligible pour qu'on ait un magazine plutôt équilibré et à la fois sans rien manquer de l'actualité du jour pour être quand même dans l'actualité chaude et puis avoir une réponse qui correspond à l'éditorial et qui plaît à nos auditeurs. Ça, c'est le principal de la journée. Donc, nous, on est des petites équipes à RCF. Globalement, on fait un bilan une fois par semaine avec ce qu'on appelle du prévisionnel. Mais par contre, il y a des sujets, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi dans l'éditorial, il va se passer quelque chose, le décès d'une personne un petit peu connue, une institution qui va avoir un problème ou ce genre de choses. Ça tombe comme ça dans l'actualité, c'est à nous de réagir. Et là, c'est là que le mot prévisionnel prend tout son sens. C'est on ne l'avait pas prévu, mais aujourd'hui, l'actualité chaude, c'est ce sujet-là. Le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est de traiter le sujet là à chaud? Est-ce que ça a un intérêt pour nos auditeurs? En fait, c'est la question qu'on se pose. C'est aussi le côté du journaliste, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser qu'à des choses qui nous intéressent nous personnellement. C'est être ouvert un petit peu à tout le monde et puis à tous les sujets. Et donc, voilà, c'est la question de se poser. Est-ce qu'on traite ce sujet-là? Oui, non. Si on le traite, il faut réagir immédiatement. Donc ensuite, maintenant, en tant que coordinateur de la rédaction, je fais pas mal de desks, de bureaux pour coordonner le travail des journalistes, récupérer les reportages, etc. Mais ça peut être aussi aller sur le terrain. Par exemple, cette semaine, on va aller faire un tour au prieuré de Binçon. Ça va être un bon moment. C'est aussi sympa d'aller sur le terrain parce que c'est là qu'on rencontre le plus les gens, où on est surtout près d'eux. Il y a un côté très curieux. C'est bien d'avoir les invités en studio, mais quand on est vraiment dans leur univers, on peut mieux se projeter, on a cette curiosité qui est davantage attisée, on peut poser des questions aussi, on débloquer des idées qu'on n'aurait pas forcément lorsqu'on a l'échange en studio, et puis on rencontre d'autres personnes aussi qui sont autour d'eux, on s'imprègne un peu de leur entourage, de leur environnement, donc aller sur le terrain, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans ce métier-là. Et puis ensuite, selon les semaines, il y a des fois où j'ai des cours, des fois où j'en ai pas, donc les choses peuvent changer, mais il n'y a vraiment pas de journée type. D'accord. Et comment tu fais pour gérer cet emploi du temps assez quand même chargé Je pense que là, vraiment, c'est une question de volonté pour le coup. Enfin, faut avoir l'envie de le faire. Et moi, je sais que pour l'instant, j'ai vraiment envie de le faire, que ce soit de donner des cours pour partager avec des jeunes, accueillir des stagiaires, etc. Après, je sais aujourd'hui, pour être transparent, j'ai pas d'enfant ou quoi. Je sais que le jour où j'ai une vie de famille, et j'aurai plus forcément ce temps-là. Et en même temps, moi, comme je l'ai expliqué au début par mon parcours, comme on m'a accompagné, etc., comme ça, j'avais envie de rendre un petit peu l'appareil le temps que je pouvais le faire. Et donc aujourd'hui, je m'organise pour le faire parce que ça me fait plaisir et vraiment
Bah, pareil, quand je vais donner des cours, moi, je n'ai pas un diplôme de professeur. Je suis rémunéré, évidemment, lorsque j'interviens, mais ce n'est pas mon activité principale. Donc, si je le fais, c'est que j'y crois, que j'ai envie de le faire. Si demain, vraiment, ça me prend trop la tête et que j'y crois plus et que je vais échanger avec mes étudiants en tirant la tronche, bah, j'y vais plus. Enfin, voilà, je fais mon taf de journaliste et je m'organise différemment. Et après, je l'organise, c'est un peu comme mon emploi du temps. Je sais que j'ai la radio, c'est mon emploi principal, je suis salarié de la radio. Il faut que je réponde à des objectifs en termes de production. Et à partir de ça, j'organise mes journées un petit peu autour. Et je pense que Justine parlait en off que son papa est aussi du métier. Je pense qu'elle l'a vu aussi. Mais quand on est journaliste, on ne déconnecte jamais vraiment. Ça veut dire que même pendant les vacances, on a envie de savoir ce qui se passe dans l'actualité. On va recevoir une push, on va regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, j'ai envie de savoir, évidemment. Et en plus, si on revient après une semaine de vacances et qu'on n'a rien regardé de l'actualité, forcément, on est complètement déconnecté. On peut pas arriver au bout d'une semaine et dire il s'est rien passé pendant une semaine. Il faut suivre les évolutions, etc. Donc, même quand on est en vacances, on est toujours un petit peu quelque part connecté sur le métier, quoi. Moi, je me souviens de mon père qui venait me chercher de l'école et puis qui recevait une information. Ah, il se passe ça dans Reims, bah vite, on y va. Et puis, il prenait son carnet, son stylo et puis. Finalement, tu aurais pu faire pigiste aussi pour le journal. Exactement. Moi, j'aimerais un peu revenir sur RCF. Et tu as un peu parlé de sa ligne éditoriale, mais RCF, concrètement, c'est quoi? Alors, RCF, ça veut dire Radio Chrétienne Francophone. Là où je mets tout de suite un point d'honneur, c'est une radio œcuménique. On parle vraiment de toutes les religions. On a des échanges aussi qui se font via quelque chose qui est assez cher aux différents responsables religieux de la ville de Reims et des départements de la Marne et des Ardennes, qui est justement, ils présentent souvent au début d'année ce qu'ils appellent leurs vœux interreligieux, où ils travaillent avec les frères musulmans, les frères juifs, etc. Et donc nous, on met ce point d'honneur. Voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle Radio Chrétienne Francophone qu'on a un focus que sur les chrétiens. Après, nous, c'est une éditoriale qu'on dit plutôt positive. Et puis expliquer les choses aussi avec beaucoup de pédagogie et de lucidité. Ça veut dire que, par exemple, on ne va pas être dans l'entretien directif qu'on peut retrouver sur certaines chaînes d'information en continu qui font leur job, et elles, c'est leur ligne éditoriale, donc c'est normal qu'elles le fassent. Mais nous, par exemple, si on doit échanger sur la politique, on va plutôt avoir des gens qui vont prendre de la hauteur, qui vont prendre le temps d'échanger. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire à RCF, on organise un débat. À RCF, on organise des temps d'échange où les gens vont prendre le temps de s'écouter, de se répondre. On a des formats longs qui le permettent, parce que souvent sur les chaînes d'infos en continu, c'est souvent aussi des formats très courts de 5-10 minutes où on est obligé de se renvoyer en ping-pong. Nous, sur des formats comme le magazine qui fait 50 minutes, on peut très bien faire une édition spéciale, 50 minutes d'échange, on met le journal en plein milieu, ça laisse quand même 40 minutes aux invités pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir échanger. Donc voilà un petit peu ce que RCF propose, quelque chose, je veux dire, finalement un petit peu de bienveillant. J'espère que je t'ai répondu à la question sur RCF, c'est quoi? Très complet. Avec Ciel, on a regardé un peu les réseaux sociaux avant de préparer cet entretien. C'est un enfer, les réseaux sociaux en 2026 à RCF. Bah, moi, j'allais dire quand même, vous allez avoir presque bientôt 1000 abonnés déjà sur Instagram, ce qui est très bien. Et nous, on sait qu'il était aussi community manager. Ouais, alors j'ai des respects pour les community managers. Je dirais pas que je suis community manager. D'accord. Parce que déjà, c'est vraiment un métier à part entière. Et en plus, nous, déjà, il faut savoir que RCF, notre public cible, c'est des personnes qui ont entre 50 et 70 ans. Donc en fait, finalement, les publics qui sont en train d'arriver maintenant, en fait, on est seulement en train de toucher les personnes qui ont une cinquantaine d'années, qui sont des personnes qui se sont mis aux réseaux sociaux à un moment donné dans leur vie parce que c'était vraiment quelque chose qui était en train d'arriver. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment pas, c'était pas notre cible prioritaire. Oui. Là, on est en train de commencer à faire cette bascule où il faut travailler via les réseaux. Donc on n'a pas, en plus on a une petite équipe. Comme j'ai dit, il n'y a pas de community manager pour le coup. On a une petite équipe en termes de rédaction. Donc souvent, on va mettre plutôt sur les réseaux sociaux les coulisses de la radio. Typiquement, si on a un invité qui vient en studio, etc., on va essayer de le partager un petit peu. Si on va faire un reportage, on va essayer de mettre une story. Mais on ne vit pas par rapport aux réseaux sociaux. Heureusement qu'on a plus d'auditeurs que de followers sur les comptes de la radio, les comptes des réseaux. Sinon, on serait vraiment mal. Sur Instagram, ça se développe pas mal parce qu'on a aussi des jeunes qui s'impliquent dans la radio. Alors souvent, les stagiaires, quand ils viennent, ils aiment bien aussi avoir la page Insta. Oui. On a aussi des émissions qui sont présentées par des jeunes parce qu'on fait pas mal de collabs avec des établissements scolaires, notamment sur Reims et les Ardennes. Donc effectivement, la page Insta, elle est là, mais plus, j'allais dire, pour être une vitrine un petit peu de la radio, dire qu'on existe, que les personnes qui se sentent à l'aise avec les réseaux sociaux puissent s'y raccrocher, voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses de la radio, mais c'est en aucun cas notre produit d'appel. Et ça me flatte, mais jamais je dirais que je suis community manager, parce que vraiment, c'est un post d'une photo, une légende, dire que la personne, elle passe à l'antenne. Mais les community managers, derrière, ils font vraiment un taf de graphisme, de communication, réfléchissant à des heures de publication. Nous, on n'a pas une stratégie derrière de publication. C'est vraiment, j'allais dire, en plus de l'activité de journaliste, quand on a un petit peu de temps, on essaye de mettre le post, quelque chose, voilà. Mais c'est quelque chose qu'on fait en plus. Et
D'accord. Surtout avec une cible très difficile à atteindre avec les réseaux sociaux, c'est pas évident du tout. Ouais, c'est vraiment pas évident. Après, on a aussi conscience que maintenant, tout le monde commence à s'y mettre et puis que, en fait, notre public cible à l'antenne, c'est toujours les 50-70. Mais donc, comme je le disais, ces personnes qui, aujourd'hui, arrivent à 50 ans, c'est des personnes qui ont quand même bien évolué, notamment grâce à Facebook. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus actif aussi dessus, qui se sont mis un petit peu à l'utilisation d'Instagram. Donc, c'est pour ça qu'on va être présent sur ces deux réseaux-là. Surtout qu'Insta, comme je le disais, ça attire aussi pas mal au niveau des jeunes et on a l'habitude d'accueillir justement les stagiaires, un peu les jeunes qui viennent faire leurs émissions, ils aiment bien faire la promotion, retrouver leurs liens, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on essaye aussi d'être un peu dynamique dessus. Oui, surtout que c'est le réflexe quand même de maintenant des gens assez jeunes. Dès qu'il y a un truc, on le cherche notamment sur Instagram. C'est la première chose qu'on fait, même avant de chercher la page officielle sur Google ou ailleurs. On cherche vraiment d'abord sur Instagram et après on voit en amont. Mais oui, c'est vrai, c'est bien d'avoir une vitrine et d'être quand même présent sur les réseaux sociaux. Et tu l'as dit, c'est pas trop votre cible, mais on voit de plus en plus de radios qui se mettent à faire des podcasts. Oui. Toi, de quel œil tu vois un peu ce format-là? Est-ce que tu le vois comme quelque chose de concurrentiel, un concurrent face à tes chroniques? Non, c'est pas un concurrent, c'est une évolution de la radio et vraiment c'est quelque chose de très très bien. Enfin, chaque métier et chaque média évolue aussi avec son temps et les podcasts d'ailleurs je ne le considère pas comme concurrentiel parce que certains médias qui ont des grosses équipes et qui ont beaucoup de moyens d'ailleurs proposent des podcasts en plus de leur contenu classique diffusé sur leur antenne radio. Donc vraiment, c'est pas du tout une concurrence. C'est un autre moyen aussi de consommer la radio. C'est aussi un moyen, je pense, pour les gens de trouver vraiment ce qui les intéresse réellement, de ne pas être obligé d'écouter des programmes qui ne les intéressent pas. Mais moi, les podcasts, je les vois vraiment d'un très bon œil. Je trouve que c'est un très très bon format qui permet de faire des choses très intéressantes. Encore une fois, nous aujourd'hui, notre public cible va pas consommer de podcasts et par rapport aux équipes qu'on est, faire un podcast, c'est quelque chose qui prend du temps en termes d'enregistrement, en termes de préparation. Vous êtes bien placé pour le savoir, en termes de montage derrière, en termes de diffusion. L'intérêt aujourd'hui est trop faible pour nous. Mais moi, à titre personnel, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous remercie vraiment beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'est quelque chose que je trouve vraiment super chouette, que plein de radios développent selon leur cible et c'est très très bien. Merci d'avoir accepté surtout. Non, mais c'est vraiment avec plaisir. Et j'avais une autre question, du coup, plus sous ton œil de toi, journaliste et pas journaliste à RCF, parce qu'on a dit la cible fait que vous n'êtes pas trop présent sur les réseaux sociaux. Mais nous, on est des futurs communicants, parce qu'on est en master en marketing communication. Et il y a beaucoup ce débat en ce moment de le journaliste vient de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais comment on fait la différence entre la vraie information, mais il y a l'information sponsorisée, même via Hugo Décrypte, maintenant il fait de plus en plus de posts sponsorisés. C'est une question compliquée, ça. Après, c'est vraiment faire appel à l'esprit critique de chacun. Hugo Décrypte fait très bien son travail et il a adapté plusieurs formats. Hugo Décrypte, pour le coup, c'est vraiment un journaliste qui est devenu, je pense, très connu parce qu'il a réussi à parler aux jeunes de manière différente. Après, c'est vraiment il y a le faire développer sa curiosité, dans le sens où, par exemple, Hugo Décrypte, il va proposer le carrousel avec les 5 informations principales de la journée, plus après, il y a le rappel de date historique. Si on veut vraiment une information rapide, je pense que ça permet effectivement d'avoir les 5 grosses actus nationales et internationales de la journée. Mais derrière ça, sur sa chaîne, Hugo Décrypte, il propose aussi vraiment le journal YouTube qui est proposé en format de 10-15 minutes. Je pense que c'est pas mal de se dire on va aussi consulter ce journal en plus du carrousel. Ça permet d'avoir davantage d'informations. Après, c'est vraiment à chacun de faire attention à l'esprit critique parce qu'évidemment, oui, il y a des fake news et il y a des choses, des sites qui sont détournés. Là, il y a quelques jours maintenant, on a vu que, par exemple, on a essayé de faire croire que le président de la République, dans l'affaire Epstein, Emmanuel Macron, était lié à ça. Et c'est le média Le Soir qui a été détourné par des hackers russes. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Souvent, pour détourner un site internet, maintenant, ça va vite. On rajoute un point entre 2 mots, voire entre 2 lettres, etc. Ou sur un compte. Et puis, il y a vite fait, avec des faux abonnés, de faire croire que c'est le compte officiel. Il y a surtout qu'on peut recréer des pages un peu à l'identique avec les anciens posts, simplement sur 2 clics avec de l'intelligence artificielle et en mettant juste le post concerné. Donc ça, c'est vraiment à chacun de faire attention à ce qu'il consomme et à comment il le consomme et à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment sur un site vérifié? Est-ce que je suis sur un compte vérifié? Est-ce que j'ai vu l'information ailleurs que sur ce compte-là? Et voilà, c'est le travail du journaliste, hein, finalement, c'est de toujours croiser les sources au maximum. Et 2 sources, c'est bien. 3, 4, 5... c'est mieux. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est le taf du journaliste. Après, il y a des personnes qui clairement sont des influenceurs
Et ça, c'est pareil, ils sont pas là pour faire une information. Les personnes qui font de l'influence, c'est de la communication. Elles travaillent pour une marque qui peut être leur marque ou d'autres marques avec qui elles sont en collaboration. Et là, elles sont pas là pour donner de l'information et quelque chose de précis. Elles sont là pour derrière vendre un produit ou faire la promotion de quelque chose avec un intérêt personnel. Et là, c'est pas des personnes qui sont journalistes. Contrairement à Hugo Décrypte, qui, je le catégorise en tant que journaliste, créateur de contenu certes, mais journaliste. Parce que là, pour le coup, il produit de l'information comme d'autres le font. Et comme il y a des formats très très bien qui existent en vertical, je pense à Brut, à Combini, etc. Enfin, il y a des choses super sympas qui existent. Et moi, de mon œil de journaliste, c'est des choses que nous, encore une fois, on ne peut pas produire dans les médias où moi je travaille actuellement. Mais je trouve ça super et ça permet aux jeunes de pouvoir s'informer. Et quand on me dit les jeunes ne s'informent pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Juste ils consomment l'information différemment. Moi, c'est vrai que j'ai grandi, j'avais encore la télévision linéaire classique dans le salon, on regardait les infos comme ça. Mais aujourd'hui, où j'ai grandi et j'ai évolué presque en même temps que les réseaux sociaux avec l'essor de Facebook, Instagram qui arrivait un petit peu après, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi aller voir des formats à la verticale sur mon téléphone. Enfin, je trouve ça super pratique. C'est des formats parfois un peu rapides. Là où je vais faire la différence, c'est que le sujet vraiment qui m'intéresse, après, je vais le creuser, je vais aller peut-être le vérifier. Alors que c'est une démarche, je pense qu'en fait, il faut plutôt éduquer les jeunes à leur dire voilà, ce que vous voyez, c'est bien. Vous avez l'information, mais est-ce que l'information telle que vous l'avez comme ça, vous l'avez de manière complète et est-ce qu'elle suffit? D'ailleurs, on peut demander à Lola comment tu t'informes. Enfin, si tu t'informes déjà, est-ce que tu écoutes la radio, tu regardes la télé, je sais pas. Est-ce que tu écoutes RCF? Hugo Décrypte. Si tu écoutes RCF, franchement Lola, tu es une auditrice la plus jeune. Non, alors j'écoute pas forcément RCF, mais oui, dans la voiture avec mes parents, j'écoute la radio. Puis après, sur mon téléphone, je tombe sur des vidéos, genre Hugo Décrypte par exemple, ou même Combini, des choses comme ça. Ou même à la télé en vrai. Là, genre, tu regardes aussi la télé? Ouais, des fois la télé, je regarde les infos et tout, du coup. Tu regardes les infos sur quelle chaîne? Plutôt du France 2, TF1, des choses comme ça? Ouais, le journal de 20h, des trucs comme ça. On a un peu parlé de tout ce qui est fake news et en parlant avec d'autres jeunes autour de moi, j'ai beaucoup ce discours de maintenant on a beaucoup d'informations qui nous atteignent, beaucoup d'informations négatives, beaucoup de fake news, on n'a plus trop envie de regarder l'information. Finalement, on arrive à des jeunes qui, face à autant de flux d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, font un peu marche arrière et ne veulent plus autant s'informer qu'avant. Toi, est-ce que tu ressens ça aussi en tant que journaliste? Non, je le ressentais pas comme ça. Je trouve ça assez triste par contre. T'avais jamais entendu parler de ça? Ouais, non. Autant j'ai beaucoup de jeunes autour de moi parce que j'ai aussi des neveux, nièces qui ont entre 16 et 22, 23 ans. Donc je me sens pas totalement déconnecté de ce qui se passe. Pour l'instant, dans mon entourage et de même de leur entourage proche, des amis que je connais, etc., pour échanger parfois un petit peu avec eux, parce que moi-même, professionnellement, ça m'intéresse justement de savoir comment les jeunes s'informent, de voir un petit peu comment on peut les toucher, etc. J'ai jamais entendu qu'ils désintéressaient de l'information. Après, vraiment, si on en arrive à un point où on commence à se désintéresser de l'information, ça, je trouve ça quand même un peu triste, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. Si vous, c'est votre ressenti, en tout cas en tant qu'étudiante, c'est qu'il y a un sujet et qu'il faut vraiment se poser la question de comment on peut faire pour produire des choses peut-être moins quantitatives et plus qualitatives et de faire en sorte que ça vous touche davantage lorsque ça arrive jusqu'à vous, que ce soit par l'algorithme ou ce genre de choses. Parce que je pense aussi que si une personne est, j'allais dire, un petit peu saoulée du flux d'informations qu'elle reçoit, c'est que son algorithme a été construit comme ça par rapport à des choses qu'elle a consommées à un moment donné. En tout cas, via les réseaux sociaux, ça marche beaucoup comme ça. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est parce que le discours sur la santé mentale, notamment chez les étudiants, il s'est de plus en plus libéré. Et il y en a beaucoup qui parlent c'est à cause de l'information négative qu'on a en continu de partout dans le monde que ça atteint leur santé mentale. Bon, après, c'est vrai que l'information, elle n'est pas très positive quand on regarde ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'à RCF, pour le coup, je suis très content parce que c'est vraiment l'éditorial positive. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne parle pas des guerres, etc. Ça veut dire qu'on l'approche différemment. Mais c'est vrai que quand on regarde toutes les actualités dans le monde et qu'on encaisse les choses, les faits de manière factuelle, de manière très brute, des fois, on ressort, on se dit waouh. Finalement, on va profiter de la journée parce que c'est un peu compliqué. Donc oui, je peux comprendre par contre que c'est vrai ce côté très négatif. Et après, c'est peut-être là d'aller chercher pour consommer différemment, consommer mieux. Et ça, c'est à chacun de construire aussi sa ligne d'information de la façon dont il veut le consommer. On a parlé des réseaux sociaux et justement de comment s'adresser aux jeunes maintenant avec tout le flux d'informations qu'on a aujourd'hui et l'attention aussi des jeunes, c'est très difficile de capter. Notamment maintenant, il faut, pour les journalistes ou les communicants sur les réseaux sociaux, il faut avoir 3 secondes pour qu'on reste sur ta vidéo, sinon
on va swipe davantage. Et toi aussi, tu fais des conférences avec des jeunes. Du coup, tu as parlé que tu essayes de t'informer pour savoir comment t'adresser à eux. Comment tu vis ce parcours? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vois leur réaction des jeunes quand toi, tu leur parles notamment dans ton travail? Bah, je pense que le mieux, c'est d'essayer d'être le plus passionnant possible, de trouver des trucs qui captent. Après, vraiment, d'un public jeune à l'autre, c'est pas du tout forcément le même modèle. Parce que selon les jeunes à qui on va s'adresser, déjà, on s'adresse pas pareil, même à un jeune qui est en sixième et à un jeune qui est en troisième. Qu'un lycéen, qu'un étudiant, etc. Et puis, derrière, ça dépend aussi de comment ça va réagir. Donc, l'idée, c'est d'être le plus passionnant. Et je pense que quand on commence tout le temps par une anecdote, moi, j'aime bien souvent créer de l'échange. En fait, ma méthode, c'est plutôt ça, c'est de me dire... Voilà, je vais essayer de raconter quelque chose où derrière, il va y avoir des questions et ça va libérer la parole. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller voir des publics jeunes qui ont envie de parler avec vous et de leur faire un modèle conférence pendant 1 heure et demie en leur parlant et en leur disant « moi je ». Je pense qu'au bout de 10 minutes, ils se disent « j'en ai rien à faire, moi aussi et je fais autre chose ». Donc l'idée, c'est vraiment de se dire « voilà, on raconte une anecdote qui peut les capter ». Ça peut être par exemple, parce que je vous le disais au début, en lien avec mon parcours, mais ça peut être autre chose selon le thème de la conférence et ce pourquoi je viens parler. Et derrière, de créer vraiment de l'échange, de faire des petits exercices, des petits jeux marrants. J'ai toujours avec moi mon PC portable. Je viens avec, par exemple, il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle. Ben voilà, essayer de démêler le vrai du faux. Il y a une vraie information, une fausse information. Démêler celle qui a été créée par l'intelligence artificielle, démêler celle qui est vraie. Pareil sur la production d'images. Donc souvent, c'est des choses, même entre camarades, du coup, comme ils n'ont pas forcément les clés pour savoir comment vérifier si la photographie, elle est réelle ou est-ce qu'elle a été créée par l'IA, etc. Et quels sont les facteurs qui peuvent permettre de l'identifier. Ça crée des débats entre eux. Donc finalement, moi, je repousse mes responsabilités entre eux, je les regarde un petit peu chamailler. Non, mais je te dis qu'elle est fausse, je te dis qu'elle est vraie. Pourquoi? Mais ça se voit. Oui, mais ça se voit, c'est pas un argument. Juste explique qu'est-ce qui fait que ça se voit, justement. Et donc, il y a cet échange qui se crée entre eux. Et puis après, donc il y a une petite une compétition, mais gentille, voilà, et qui se crée entre eux. Et ça permet vraiment de créer de l'échange, de leur donner des clés et d'avoir une approche du journalisme un petit peu différente. Et j'espère que quand on passe, souvent, ça s'organise au mois de mars, justement, à travers la semaine de la presse et des médias à l'école, qui est un temps pareil où là, j'aime beaucoup participer parce que c'est cette sensibilisation auprès des collégiens, des lycéens, des élèves en école primaire, etc. Et justement, quand on ressort de là, moi, je me dis si au moins les 30 élèves ou les 50 élèves que j'ai vus aujourd'hui, quand ils vont aller sur les réseaux sociaux, maintenant, ils vont se demander est-ce que j'ai affaire à un journaliste ou à un média vérifié ou est-ce que j'ai affaire à un influenceur ou un créateur de contenu qui est là pour me vendre un produit et est-ce que je suis quelque chose qui est vraiment réel ou est-ce que je suis face à une fake news? Je me dis, bon, allez, pour des élèves qui sont au lycée ou au collège, j'ai réussi une partie de ma mission. Je suis assez content. Est-ce que Lola, toi, tu fais attention à ça? Est-ce qu'il t'a briefé depuis que tu es en stage avec lui en disant fais J'avoue, attention? je ne l'ai pas briefé pour l'instant. Non. Ça va arriver, ça va arriver. Elle avait déjà les bons réflexes d'elle-même. Tu regardais déjà, tu faisais attention à ce que tu voyais sur les réseaux sociaux? Oui, en général, j'essaie de faire attention. Tu fais comment pour te rendre compte, par exemple, qu'il y a quelque chose qu'on entend à la télé, par exemple, si tu entends quelque chose à la télé ou à l'inverse, si tu entends quelque chose sur ton téléphone et après tu le vois à la télé, comment tu fais pour différencier si c'est un fake news ou pas? Bah après, des fois, c'est compliqué. J'arrive pas toujours. Des fois, je Même me nous. fais surprendre et tout. Mais des fois, on peut entendre des arguments plus... Qui paraissent trop faux. Ouais, voilà. Et du coup, bah, ça nous met la puce à l'oreille. Parce que... Et est-ce que tu échanges un peu avec tes parents sur les actualités que tu vois, ce genre de choses? Ouais, en général, à table, on parle et des fois, par exemple, je peux leur parler de quelque chose que j'ai entendu et c'est eux qui vont me dire bah, ça me paraît un peu bizarre, t'as vérifié, t'es sûr que c'est vrai, etc. Donc voilà. Et est-ce que tu étais sur les réseaux sociaux? Ouais. Est-ce que tu te rends compte, par exemple, si tu as une publication, on te vend un produit, tu t'arrives à différencier d'une autre publication ou c'est juste une information lambda, par exemple? Bah après, maintenant, des fois, il y a écrit collaboration commerciale en dessous des posts. Donc, ça nous permet de savoir si la publication est faite pour nous vendre un produit ou pas. Mais quand il n'y a pas écrit ça, des fois, je me fais avoir comme beaucoup de personnes aussi. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est Ouais. notre rôle de futur marketing et communicant de bien mettre cette mention. Oui. Mais même des fois, quand tu mets la mention, des fois, tu peux même des fois avoir, même si tu vois que c'est identifier la marque et tu sais très bien que c'est une collaboration et tout, mais des fois, la vidéo, la publication est tellement bien faite, ça t'a attiré énormément que malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, tu vas tomber dans les pièges ou pas. Ça dépend du produit aussi et la personne qui va communiquer, notamment aussi ses valeurs et tout, comment il va s'y diriger à son public.
Et est-ce qu'on peut inverser le sens du podcast 30 secondes ? C'est moi qui vous pose une question. Où est-ce que vous mettez la frontière entre la communication et le journalisme ? Et c'était ma question, je sais que j'allais te dire. Je savais pas que tu voulais me la poser en plus, hein, mais pour le coup, moi je vous la pose justement, j'ai envie de savoir un petit peu. Pour moi, c'est une frontière qui est de plus en plus floue. On a de plus en plus de mal. Si je te parlais d'Hugo Décrypte, par exemple, de plus en plus, je vois qu'il fait du contenu sponsorisé. Et en même temps, son média doit être rémunéré. Mais en même temps, nous, communicants, c'est la première manière qu'on communique pour vendre quelque chose. Donc, si les journalistes se mettent aussi à vendre quelque chose via leur information, où est la frontière ? Moi, c'est pour ça que je te l'ai posée, parce que c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, où ça arrête. Après, tu as un peu répondu dans le sens où une information faite par un journaliste, c'est une information, une vraie information. Et les communicants. On espère. Il y a des journalistes des fois qui arrivent à se tromper aussi dans l'information. Ça se voit aussi, hein, attention. Mais nous, communicants, notre premier but, c'est de vendre soit un produit, soit un service, soit même une information. Donc moi, j'établirais la frontière à ce niveau-là. À partir du moment où il y a de la vente. Moi, je pense que c'est complémentaire quand même. Enfin, comment il y a beaucoup des... En fait, des fois, tu as du mal à voir la différence entre les deux parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tous les métiers, ils sont là-dedans. Et tu sais plus, des fois, tu commences en train de vendre un produit et finalement, tu vas décliner pour un autre sujet ou un autre métier. Et du coup, finalement, tout part de la même chose. Et les réseaux sociaux n'aident pas beaucoup à ça. Donc, un journaliste, finalement, peut se retrouver en créateur de contenu, voire influenceur, ou à l'inverse, quelqu'un qui est déjà influenceur et puis s'attirer par les informations plus sérieuses, entre guillemets. Donc, je pense que ça peut être complémentaire si ça se déroule, si ça se développe de la bonne façon, de la bonne manière, ça peut être complémentaire pour moi, pardon. Mais moi, je suis contente que la loi est passée sur... maintenant, c'est obligatoire de mettre le contenu, que c'est une publicité, que c'est sponsorisé, parce que je pense que ça nous permet de plus mettre cette frontière entre ces deux mondes. Merci pour cette réponse. Non, c'est intéressant de savoir vous, en tant qu'étudiant, justement, où vous vous placez, etc. Comme ça, c'est bien de l'entendre aussi. Et c'est vrai qu'il y a une frontière étroite, parce que maintenant, même les médias, en tout cas ceux qui ont assez de moyens, j'entends par là les grands médias qu'on peut diffuser, et même en région, il y a un service journalisme et un service communication, où eux-mêmes font la promotion aussi de certaines de leurs publications, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'entendre vos avis. Comme on dit en cours, maintenant la communication, même la vente, la pub, elle est partout, vraiment partout. Je pense que c'était un professeur de communication qui nous avait dit que quand il y a maintenant sur les stations d'essence aussi des publications, enfin des pubs, des publicités à leurs différentes télés pendant que tu es en train de charger de l'essence, etc. Donc on cherche tout le temps d'avoir la pub. Fait plus attention. Oui, on fait plus attention. Même des fois quand on regarde des vidéos, on se dit avant, parce que moi je me rappelle qu'avant, quand j'étais plus petite, il n'y avait pas du tout des pubs avant de regarder une vidéo. Et même maintenant, sur les films et tout, tu peux pas regarder un film, c'est avoir un pub avant, après, ou sinon tu dois payer plus cher pour pas avoir les pubs. Des choses comme ça, donc la communication et le marketing est partout. Mais c'est là qu'est tout votre travail pour vous, pour le futur, parce que justement, c'est d'arriver à attirer l'attention et de faire en sorte que cette pub qu'on a déjà envie de cliquer sur ignorer avant même qu'elle s'affiche, justement qu'on a envie de rester dessus, ou cette publicité qu'on a l'habitude de voir dans la ville, pourquoi on va être focus dessus. Et je pense que pour vous, en tant que future communicante marketing, tout l'enjeu il est là, c'est de faire en sorte qu'il y a des moments donnés, ça nous arrive, je pense, où on voit quelque chose et on se dit, là j'ai envie de voir la suite. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui fait que la personne qui va voir cette publication-là va dire j'ai envie de voir la suite ou je reste devant cette pub pour la regarder. Je pense que le problème, c'est surtout que les gens ils font de moins en moins attention. Il y a tellement d'informations tout le temps que ils sont plus surpris par les choses qu'on leur propose. Du coup, à chaque fois, tous les minutes, on doit essayer d'innover pour chercher, notamment 3 secondes, si tu ne captes pas l'attention de quelqu'un, ça y est, c'est foutu, on ne peut pas faire autrement. Donc, on doit chercher. Du coup, c'est compliqué aussi de capter l'attention des gens pour leur vendre quelque chose, pour juste leur donner une information finalement. Parce que même si c'est de cette manière, les jeunes, les gens en général, ne peuvent pas être attentifs pour quelque chose, pour les journalistes notamment, capter leur attention, c'est encore plus difficile, j'imagine, de passer une information qui est plus sérieuse ou plus importante que vendre. Oui, parce que pour moi, en tant que journaliste, c'est un peu votre but aussi, parce que vous êtes un peu ces défenseurs de la démocratie, si on retourne un peu dans l'histoire, etc. Et du coup, votre but, c'est quand même que l'information, on puisse l'atteindre. Donc, vous avez aussi ce but, je pense. L'idée, c'est de capter le public. Et de toute façon, l'histoire des 3 secondes, c'est un petit peu vrai aussi pour nous. Ça veut dire que c'est d'ailleurs la base que j'apprends à mes étudiants en journalisme. Lorsqu'on écrit un papier, moi, là, j'interviens plus sur les spécialités radio. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que pour le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur,
faut que la première phrase, elle lui donne envie de rester. Parce qu'un auditeur, un lecteur ou un téléspectateur qui va s'ennuyer sur la première phrase, c'est quelqu'un qui va s'en aller et qui ne reviendra pas. Soit parce qu'il va changer de chaîne, soit parce qu'il va couper le canal, soit parce qu'il va fermer son journal, peu importe. Donc ça veut dire que cette première phrase, donc on a le titre, ensuite on a le chapeau, si on est en termes de presse écrite, avec la petite phrase qui est en gras italique, et puis on a cette première phrase de l'article, qui est ce qu'on appelle l'accroche, l'amorce. Cette phrase-là, il faut qu'elle nous emmène quelque part, il faut qu'elle nous emmène dans une histoire, parce que l'idée, c'est de raconter une histoire à notre lecteur, à notre auditeur, à notre téléspectateur, et si on n'arrive pas à lui raconter cette histoire et à l'emmener dedans avec nous, l'auditeur, il vient pas avec nous et on le perd. Du coup, j'avais une autre question, et je pense qu'on pourra commencer par Lola. Tu nous as dit, Alexis, que tu aimais bien demander autour de toi comment les jeunes s'informaient, par exemple. Est-ce que toi, Lola, t'écoutes la radio? Parce que moi, personnellement, je n'écoute plus la radio. Je vais quitter ce podcast maintenant. Heureusement que tu l'as dit à la fin. Je vais pas, par exemple, être chez moi et mettre la radio comme ça, mais les seuls moments, en vrai, où j'écoute la radio, ça va être dans la voiture avec mes parents. Ils vont mettre, du coup, je vais écouter avec eux, mais c'est pas forcément moi qui vais dire on met la radio, allez. Du coup, Alexis, est-ce que pour toi, les jeunes écoutent toujours la radio? Non, j'en suis conscient que non. en vrai, sincèrement, je suis conscient que non. Et je le comprends par rapport à toutes les choses qu'on a évoquées dans le podcast. J'aimerais bien qu'ils l'écoutent plus, mais aujourd'hui, il y a cette possibilité maintenant, via les différentes plateformes, déjà, des jeunes, de manière générale. Même à mon époque, on écoute plus la musique que la radio. C'est vrai que nous, la radio, c'était un moyen. Moi, je suis né en 90, donc quand j'avais 10 ans, dans les années 2000, la radio, c'était un moyen de découvrir les nouveaux artistes un petit peu à la mode, etc. Et on était obligé, si on voulait l'écouter, d'acheter tout son CD, et donc d'écouter tout l'album. On n'écoutait pas juste les une ou deux chansons qui nous plaisaient dans l'album. Alors que maintenant, avec toutes ces plateformes comme Deezer, Spotify, iTunes Music, on est obligé on n'est plus obligé justement d'écouter tout un album ou quoi. On peut aller consommer juste le produit qui nous intéresse. Et c'est aussi tout le format qu'on fait là par rapport à l'information. C'est que quand on peut aller juste consommer, comme on le disait tout à l'heure, le podcast, le sujet, retrouver juste la partie sur Internet du sujet qu'on a envie d'écouter. Même le podcast, s'il y a des gens qui n'ont pas envie de nous écouter en entier, ils vont juste prendre les 5 premières minutes ou les 5 dernières et dire tiens, c'est juste cette partie-là que j'ai envie de consommer. Donc je suis conscient que les jeunes n'écoutent plus la radio. Et après, c'est une nouvelle façon de s'informer et c'est aussi aux médias de s'adapter. Enfin, il y a toujours eu ce côté s'adapter pour les différents métiers. Là, pour le coup, nous, on parle du journalisme aujourd'hui, donc je vais en parler, mais quand dans les milieux des années 90, début 2000, Internet est arrivé, moi j'étais trop petit pour ça, mais de ce qu'on m'a raconté, on a dit les journalistes n'existeront plus parce que ça y est, on a Internet et on a Encarta, et c'était pas encore Wikipédia, et ensuite on a eu Wikipédia, et donc on n'a plus besoin de journalistes. Et puis les journalistes ont travaillé avec ces outils-là, et puis ça s'est fait différemment. Et puis dans les années milieu des années 2000, début 2010, il y a eu vraiment un gros essor des réseaux sociaux, et on a dit voilà, les journalistes n'auront plus besoin de faire de publications parce que maintenant avec les réseaux sociaux c'est terminé. Et puis on se rend compte que finalement les médias, les journalistes, on en a parlé d'ailleurs dans ce podcast, travaillent avec ça, certains l'utilisent même comme un outil de communication et le font très très bien, etc. Et donc les journalistes ont continué d'évoluer. Et puis là maintenant, depuis 2 ans, on nous dit de toute façon avec l'IA, ChatGPT, Mistral, Claude, les journalistes c'est terminé parce que de toute façon maintenant il y a l'IA. Et juste simplement, encore une fois, c'est notre façon de travailler qui évolue, et moi-même j'ai aucun problème à le dire, je travaille avec ChatGPT ou avec Mistral ou avec Claude, en tout cas je travaille avec des IA. C'est juste que ça me permet d'aller plus vite sur certaines fonctions, mais en aucun cas ça remplace le travail du journaliste. Et en plus, une IA, il ne faut jamais oublier que c'est quelque chose qu'on alimente de connaissances par rapport à des recherches qu'on va faire, par rapport à des questions qu'on va lui poser, par rapport à des sujets qu'on va lui envoyer qui vont lui permettre de s'enrichir. Mais si on ne donne pas cette information-là à l'IA, elle ne l'a pas à la base. Donc il y a toujours besoin d'avoir pour le coup, des intelligences réelles, des humains, qui vont faire le travail pour pouvoir ensuite l'alimenter. Et juste, ça permet de travailler différemment, mais c'est pareil, quand on voit un article produit par une IA, on sait qu'il n'y a aucune sensibilité, qu'il n'y a pas forcément d'âme, alors qu'un journaliste, quand il travaille, il a souvent envie de raconter une histoire, comme je l'expliquais un petit peu il y a quelques instants. Donc voilà, juste le métier et la façon de travailler évoluent, c'est des très beaux outils. Moi, je ne vais pas dire je suis absolument contre, et je pense qu'il n'y a aucun journaliste qui dira je suis contre. Simplement, il faut savoir travailler avec, et puis savoir faire de la prévention aussi, et mettre la frontière de est-ce que j'utilise à bon escient, ou est-ce que là j'en abuse, et est-ce que je suis malhonnête vis-à-vis de mon auditeur, de mon téléspectateur ou de mon lecteur. Mais est-ce que tu conseillerais toujours aux jeunes, par exemple journalistes, de se lancer dans la radio? Pourquoi pas, ouais, carrément. Il y a toujours à faire. En fait, aujourd'hui, un média, c'est multimédia. Là, si on refait un petit peu l'histoire, même encore récente, il y a encore quelques années, un journal papier, par exemple, vous achetiez il y a 20 ans l'Union Lardonnais, peut-être 30 ans, vous achetez l'Union Lardonnais, vous utilisiez juste le journal papier.
Aujourd'hui, l'Union Lardonnaise, c'est un journal qui vous propose du journal papier, du contenu web, une présence sur Instagram, donc via les réseaux sociaux, qui vous propose aussi une radio, parce qu'avec le groupe Rossel, il y a aussi Champagne FM. Donc on voit qu'en fait qu'un média, c'est multimédia. Et ça marche aussi pour moi en radio. Je vais faire un reportage pour la radio, mais à côté de ça, je vais faire une petite vidéo qu'on peut poster sur les réseaux. Encore une fois, moi, pour mon média, c'est pas mon public cible, mais c'est la réalité pour toutes les radios, de se dire, on fait un reportage audio, c'est d'abord notre cible, parce qu'il ne faut pas oublier que notre cible en tant que média radio, c'est l'auditeur, mais derrière, on va faire une petite vidéo, on va faire une photo, et puis chaque média radio a son site internet sur lequel il va pouvoir illustrer les choses, et puis le média à la télé a aussi son site internet, donc a aussi du web, et puis peut proposer du contenu écrit, puis va proposer aussi de la photographie. Enfin voilà, donc tous les médias sont polyvalents. Aujourd'hui, en fait, tous les médias sont multimédias au final, avec chacun sa spécialité. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens et de jeunes qui rentrent en école de journalisme et qui nous posent la question souvent, est-ce que c'est pas un secteur qui est bouché ou qui n'aura personne? En fait, c'est un secteur qui a besoin de plus en plus de monde parce que tous les médias sont multimédias. Donc, on a besoin de journalistes qui sont spécialisés dans le mojo, c'est ceux qui travaillent plus sur le smartphone, on va dire. On a besoin de journalistes qui vont se spécialiser donc, par le mojo au réseau. Puis, on en a besoin qui vont avoir de leur côté traditionnel, donc ils vont être plus pour la télévision linéaire comme on l'a dans notre salon parce qu'a priori elle va pas disparaître non plus, voilà. Puis sinon le modèle évolue aussi sur de la web TV, mais ça reste un travail avec du jeu via la caméra, etc. Donc on a besoin de ces journalistes là, et puis on aura besoin de journalistes de presse écrite. Alors peut-être qu'un jour le journal ne sera plus imprimé tel qu'on connaît aujourd'hui, ou beaucoup moins parce que les quantités de journaux imprimés réduisent, c'est une réalité, mais en tout cas il faudra au moins produire sur le web. Juste il y a une transformation de l'outil qui se fait, mais aujourd'hui si des jeunes veulent se lancer en radio, des podcasts sur les grands médias nationaux, les podcasts, ça fonctionne très bien. C'est un produit qui, en plus, permet de vendre de la pub derrière pour eux, parce que c'est aussi une réalité pour les médias. C'est, plus on a d'auditeurs, etc., sur certains produits, plus derrière, on peut justement alimenter cette pub, mettre quelque chose autour, et donc avoir un côté très, très commercial. Mais il y a cette possibilité, évidemment, de se lancer en radio. Juste simplement, ils ne feront pas de la radio comme moi j'en ai fait, comme je ne la fais pas que mes collègues qui se sont lancés en radio il y a 20 ans en ont fait, et comme ceux qui se lanceront dans 20 ans n'en feront plus comme nous aujourd'hui. J'aimerais revenir à ta première anecdote que tu nous as donnée. Par exemple, aujourd'hui, avec toute l'évolution des médias qu'il y a, je me dis, mets-toi à ta place quand on était des années que tu venais de découvrir cet amour pour commenter de sport, par exemple, quand tu faisais par loisir. Comment tu ferais maintenant, aujourd'hui, par exemple, pour te lancer à la radio, sachant tout ce contexte d'évolution? Là, pour le coup, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Déjà, je pense que le mieux, c'est de multiplier les expériences. Voilà, et de ne pas hésiter à aller taper à la porte justement des médias. Et souvent, c'est compliqué de rentrer. Enfin, faut pas évidemment viser, j'allais dire, RMC ou France Info ou Europe 1 ou France Inter ou voilà, un gros média. Faut regarder ce qui est autour de chez nous, un média local, associatif, avec des journalistes qui sont là, prêts à donner de leur temps, à vous accompagner. Et je pense que là, vraiment, il y a cette possibilité-là de se lancer. Et puis surtout, par rapport à toute l'évolution dont on vient de parler, maintenant, aujourd'hui, on peut créer des super choses depuis chez soi. Alors, c'est vrai que c'est super compliqué de, entre guillemets, percer tout seul et de se faire connaître, et surtout qu'on peut donner des clés. Mais il y a un côté aussi où on peut être très autodidacte, de très facilement trouver des petits tutos de comment j'alimente ma chaîne YouTube, comment je peux faire un podcast, comment je peux le mettre en ligne. J'allais dire, aujourd'hui, monsieur ou madame tout le monde peut mettre son podcast sur Spotify, Deezer, iTunes Music. Suffit, en regardant un tuto en ligne, on peut très bien y avoir accès. Donc il y a cette possibilité-là. Et pour ceux qui ont un petit peu de curiosité, qui veulent s'intéresser au montage, il y a des outils gratuits qui existent. Alors évidemment, à un moment donné, on a un petit peu d'argent, on peut se professionnaliser davantage, mais c'est aussi le concept un petit peu des youtubeurs qui ont percé il y a 15 ans et qui aujourd'hui, derrière eux, ont toute une équipe qui travaille pour eux. C'est, à un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose, la volonté de le faire, il y a cette possibilité-là déjà de se former de manière autodidacte. Et puis aussi, si on est prêt à être à l'écoute, si on veut avoir des remarques constructives, on peut très bien les taper à la porte de médias ou quoi, mais il y a cette possibilité de se lancer et se faire kiffer carrément. Le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que si on prend plus de plaisir dans ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas dans le bon chemin. Exactement. Moi, je pense qu'on peut finir avec Lola. Tu as commencé ton stage lundi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé, que tu t'es dit waouh? Est-ce que tu as une anecdote un peu? Est-ce que Alexis il fait quelque chose avant de mettre le micro à la radio, ou un behind the scene que nous on connaît pas forcément en tant que spectateur, mais que toi que t'es arrivé dans la radio et tu t'es dit pourquoi vous faites ça comme ça? Ouais, parce que Alexis, hier, il m'a fait visiter déjà quand je suis arrivée la radio. Et il y avait la salle avec tout le réseau, les fils, etc., le serveur. Et il m'a demandé, pour que le son là qu'on produit ici,
qu'il aille jusque Lyon, qu'il aille dans le satellite et qu'il revienne à l'antenne, etc., à ton avis, combien de temps ça prend? Ça prend déjà 74 000 km en termes de durée. Voilà, c'est un petit voyage de 74 000 km entre le moment où on parle dans le micro, nous, dans notre studio, et le moment où ça passe dans les serveurs, dans le satellite et que ça descend dans le poste. Et d'ailleurs, avant que tu donnes la réponse, on peut leur poser la question. À votre avis, ce petit voyage de 74 000 km, combien ça prend entre le moment où on parle dans le micro et le moment où on imagine qu'on est en direct, hein. On parle là dans le micro, comme ça, entre nous. Donc ça fait un petit voyage, ça part dans les fils de la radio, ça monte dans nos serveurs, ça va dans les serveurs du national, ça redescend, ça monte dans les satellites, pardon, puis ça redescend dans le poste radio. À votre avis, combien de temps ça prend? Je pense que c'est rapide. Après, sachant qu'elle a dit que ça lui a surpris, Soit c'est très rapide, soit c'est très long. je pense que ça doit être très rapide. Moi, je dirais 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes, ok. Tu te rappelles de la réponse, là? Moi, je dirais entre 10 et 30 secondes. Entre 10 et 30 secondes. Oui. Lola, je te laisse donner la réponse. Ouais. Moi, j'ai répondu un peu comme Justine, j'ai dit 1 minute et c'est genre 1 demi-seconde. 1 demi-seconde. Dès qu'on dit une bêtise à l'antenne, c'est terminé. On peut plus la rattraper si on est en direct, c'est terminé. On n'a pas le temps de couper. Après, ça finit en TikTok. C'est ça. Très belle anecdote pour finir l'épisode. On va dans l'espace plus vite que Thomas Pesquet. C'est ça. Mais il y a un petit décalage sur Internet. Par contre, sur Internet, c'est 4 à 5 secondes. Parce que c'est un petit peu plus long à passer par les réseaux fibre que sur la bande FM. Ok. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci Lola pour cette information. Merci d'être venue. J'espère que ça t'a plu. Ouais. Merci à Alexis énormément d'avoir accepté notre invitation. Grand merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, bon courage pour la suite des podcasts. Merci. Et voilà, notre podcast touche à sa fin. Nous aimerions remercier Intercampus pour le prêt du matériel et de la salle, ainsi que l'UFR SESG, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Et bien sûr, merci à Karen et à Sarah pour le réglage du son. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés.